Ok, ok. Donc bonjour à tous, désolé pour le petit retard, comme d'habitude. Euh, ah, ok, donc je me présente, moi c'est Nathan Goer, je suis ingénieur à Epita. Et ça fait quelques temps que je suis un peu passionné de rendu en temps réel, tout ce qui va toucher au GPU, etc. De quoi? Bah, c'est un truc que j'aime bien, donc je me suis un peu intéressé et essayer de vous présenter un peu les bases et quelques techniques qu'on utilise actuellement dans les rendus. Voilà. Donc déjà, on va juste, parce que je vais un peu shorter tout ça. Alors, qui sait comment fonctionne un GPU très grossièrement? Genre, c'est à quoi ça sert? Ok. Qui a déjà essayé de programmer un shader? Ok. Ok. Bon. Donc aujourd'hui, on va commencer par expliquer un peu de vocabulaire et le but de la présentation. Donc, le principe de cette présentation, ça va être une petite introduction sur les GPU, comment ça fonctionne. Et je vais vous présenter, on va essayer de voir comment, par exemple, on peut rendre un océan en temps réel. Donc ça va être très grossier. Et pour ceux qui s'y connaissent, on va faire un peu d'abus de langage. Donc me fusillez pas tout de suite, ça va passer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un GPU? Donc un GPU, en fait, c'est un module de votre PC qui va servir à faire du rendu graphique. Donc pas seulement, ceux qui étaient là hier ont cité la conf de Zeletov qui parlait de CUDA, qui permet aussi de faire du calcul de données arbitraires. La grande particularité des GPU face à un GPU, c'est la parallélisation. C'est vraiment des architectures qui sont faites pour faire des centaines et des centaines de calculs en parallèle, mais ça va avoir ces restrictions qu'on va voir. Deuxième chose à garder, donc on va séparer le PC en deux parties. On va avoir la partie d'un côté le GPU et de l'autre côté le reste. Donc si on veut faire passer des données d'un programme qui tourne sur le CPU, avec des données qui sont sur la RAM, on a une super bande passante. On peut faire passer plein de choses, des textures, des fichiers, enfin, tout ce qu'on veut. Mais dès qu'on veut faire remonter des infos du GPU vers le reste, c'est là où ça va poser souci. On va avoir une certaine latence, pas les mêmes débits. Donc ça, c'est une petite chose qu'on va garder en compte pour la suite de la présentation. Voilà. Donc, un peu de vocabulaire pour vraiment les néophytes. Premièrement, qu'est-ce qu'un vertex ou vertice ou point? C'est un point d'une géométrie. Et en les assemblant en forme des triangles, des polygones, et on peut afficher des formes. Un shader, c'est un programme qui s'exécute sur le GPU. Donc on va avoir plusieurs types de shaders qui vont avoir des fonctions séparées. D'accord. Et donc par exemple, pour expliquer un peu comment ça fonctionne, donc là en fait on a ce qu'on appelle un fragment shader, ou pixel shader, ça dépend des religions. Donc c'est un programme qui va nous servir à afficher un pixel à l'écran. Et donc celui-là, qu'est-ce qu'il fait? On a une couleur, donc qui contient 4 composantes, R, G, B et l'alpha. L'alpha, c'est la transparence. Ensuite, on peut faire des opérations. Donc là, je prends la normale d'un point. Normale, tout le monde voit les notions de maths. Et ensuite, je vais juste sortir cette couleur et donc on va afficher les normales de l'objet. Voilà. Donc ça nous donne ce genre d'image. C'est le truc le plus stupide qu'on peut imaginer. Voilà. Donc, petite présentation des GPU. Un GPU, très grossièrement, on peut s'imaginer que c'est un peu comme ça. Donc là, comme je vous dis, j'ai mis CPU, mais c'est tout le reste, genre la RAM, etc. On a la mémoire du GPU. Donc dedans, on va tout stocker. On va stocker nos shaders, on va stocker nos textures, on va stocker nos modèles 3D, enfin tout ce qu'on a besoin de travailler. Et on peut stocker aussi des frames. Donc c'est comme si vous preniez une capture d'écran et que vous la stockiez sur la mémoire du GPU. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une pipeline de rendu. Donc 3 points vont nous intéresser. Donc d'abord, en fait, la partie qui est des vertex shaders. Ensuite, la géométrie. Et en dernier, les pixels. Donc le principe, quand vous voulez rendre un objet, on va commencer par passer par un vertex shader. C'est un programme qui va travailler sur un point en particulier de notre objet. Ensuite, on va pouvoir l'emmener vers un deuxième sous-programme, qui est le Geometry Shader. Donc là, vous allez prendre vos points par groupe, donc ça peut être des lignes, ça peut être des triangles, et vous allez pouvoir faire des opérations. Donc par exemple, vous allez pouvoir créer d'autres triangles à partir du premier triangle. Principe qu'on appelle la tessellation. Oups. Et ensuite, on va avoir donc le Pixel Shader, qui va nous permettre de dire à quoi va ressembler un pixel à l'écran, s'il va être rouge, vert, bleu, ce qu'on veut. Voilà. Donc, comment ça marche si on veut rendre un objet? On va commencer par une forme toute simple, le cube. Donc là, j'ai un cube en 3D qui est directement importé du moteur. Donc il a tous ses vertices. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien avec le contraste, mais donc on a les vertices noirs qui sont devant et des petites lignes blanches que vous voyez qui sont derrière. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle le culling. Sur un GPU, on va vouloir toujours économiser un maximum de perf, mais comme partout. Et donc on va supprimer,
je sais pas ce que ce slide fait là, on va devoir supprimer les vertices qui ne nous intéressent pas. Donc là, en fait, on va masquer toutes les faces qui sont à l'arrière. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Les moteurs le font soit de leur côté, enfin, il y a plein de trucs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait disparaître tout ce qui ne nous intéresse pas. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer sur ce qu'on appelle un vertex shader. Donc on va jouer avec nos vertex. Donc, bon, celui-là, il est un peu plus subdivisé, mais c'était pour montrer. Donc on prend chaque point et en fonction, par exemple, d'une fonction random, on va les bouger un peu. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des formes qui sont un peu organiques. Ou même, par exemple, si on veut déformer un visage, on va pouvoir déformer les points directement sur le GPU. L'avantage de cette technique, c'est qu'au lieu de traiter un point à la fois, on va traiter 1000 points à la fois. Et au niveau de la vitesse, ça n'a rien à voir. Donc, une fois qu'on a ça, on sort de ce qu'on appelle le vertex shader et on arrive sur le geometry shader qui va nous permettre de travailler sur les formes. Et donc ici, par exemple, on va avoir un des exemples, c'est la tessellation. Le principe, c'est qu'on va prendre une forme de base et pour ajouter des détails, on va rajouter des lignes, des vertices, etc. Pour augmenter le détail. Une fois qu'on a ça, on passe sur l'étape du pixel shader. Donc on va rendre notre objet avec une texture, une couleur, ce qu'on veut. Et donc par exemple ici, on a ce qu'on appelle le parallaxe. Donc l'idée, c'est qu'on va plaquer une texture et en fonction de l'angle de vue, on va utiliser d'autres informations pour faire ressortir un faux relief. Donc ce cube-là, c'est exactement celui-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas les reliefs au niveau des briques, etc. Mais juste après, par une illusion d'optique et un calcul sur l'éclairage, on va pouvoir faire ressortir les détails. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, on peut faire tout un tas de post-traitements. Donc ça, soit on le fait directement dans le Pixel Shader en disant colorie-moi ce que tu veux, donc c'est un programme, soit on va pouvoir travailler directement sur ce que j'ai annoncé tout à l'heure, ce qu'on appelle les frame buffers. Ça, on va pouvoir retravailler sur les images qui ont déjà été rendues pour les modifier. Donc, par exemple, s'il y en a qui s'intéressent au développement de jeux vidéo, il y a un truc, on en parlait il y a quelques années, c'est le color grading. C'est tous les moteurs maintenant ils fournissent ça. C'est après on va pouvoir faire notre image en noir et blanc, mettre un peu de contraste, etc. Donc voilà. Maintenant on va voir un peu comment justement les jeux arrivent à nous donner un rendu assez joli, par quelle technique et surtout quelles ont été les évolutions. Parce qu'il faut dire en fait, il y a quelques années, on a l'impression d'être un peu à l'âge de pierre niveau GPU. Donc, alors sur cette conférence, je ne vais pas parler d'OpenGL. Je vais me concentrer plus sur DirectX, dans le sens où j'ai plus eu l'occasion de m'amuser avec. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux grosses API qui vont permettre aux programmeurs de faire par exemple, un jeu en 3D, une application 3D, ou d'afficher quelque chose sur le GPU d'une façon relativement simple. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir des fonctions du type, vas-y, tiens, envoie ce match sur le GPU, envoie cette texture sur le GPU, mets-les ensemble, rends-moi quelque chose. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, quand j'étais petit, j'ai pu économiser pour m'acheter un jeu qui était Star Wars Battlefront 2. Et quand j'arrive sur mon PC, je l'installe, je suis content, je me dis, allez, je vais pouvoir jouer. Et là, j'ai une erreur comme ça qui me claque, et je me dis, ok. Ce qui se passe, en fait, c'est que même si on a des API du type DirectX, OpenGL, en dessous, en fait, il y a un layer qui est très très lié au matériel. Et chez DirectX, c'est les shader models. Donc en gros, c'est un peu une API qui va vous permettre de programmer. Donc on va faire une très grosse abstraction, on va dire que c'est un peu comme la libc. Genre il y a des versions, des fonctions que vous pouvez utiliser. Et si sur une version on vous dit que vous n'avez pas malloc, bah, votre programme ne pourra pas marcher. S'il a été fait pour une version qui est censée supporter malloc. Donc à chaque fois que vous allez faire un système en rendu, il va falloir se fier à cette API qui a des contraintes très importantes en fonction de la version. Hop, je sautais ces slides. Donc voilà. Donc nous, en fait, ce qu'on va voir, c'est comment on est passé d'une année où on avait des trucs magnifiques comme ceci. Donc ça, c'était en 2004-2005, sur les trucs qu'on va voir actuellement, qui sont des rendus un peu 2016. Voilà. Donc le shader model, on a dit que c'était une API bas niveau qui nous permettait directement d'envoyer des instructions au GPU. Et on a dit qu'il y avait quand même des restrictions très très importantes. Dans ces restrictions, on va avoir par exemple un nombre d'instructions limité. En gros, quand on fait nos programmes en C, en C#, bah on met plein de lignes de code, on se dit allez vas-y, tu débrouilles, tu compiles, ça va marcher. En shader, il y a un petit truc magique, c'est si par exemple sur la version en 2005, on mettait plus de 512 lignes sur un shader model 3, ça allait juste pas marcher. Dans le sens où on était donc limité en nombre d'instructions, c'est comme on ne pouvait pas stocker autant de données qu'on voulait dans des registres. Donc les registres, c'est des petites unités pour stocker des données qui sont assez rapides. Et on avait aussi des choses qui étaient assez embêtantes, c'est que par exemple, bon déjà on n'avait pas d'opérateur bitwise, donc on se dit bon bah c'est pas grave, on fait ça, on trouve des moyens. Mais on avait surtout pas exactement de dynamic flow. Donc c'est-à-dire par exemple, on vous apprend très vite à faire des conditions genre if machin, fais ça,
else, fais ça, etc. Sur les GPU, ça va poser un très gros problème. C'est que la pipeline fait qu'on ne peut pas les faire aussi facilement. En gros, qu'est-ce qui se passait avant? Si par exemple vous faisiez un programme, genre si jamais il y a ça, tu fais l'instruction A, sinon tu fais l'instruction B, ce qu'il allait faire basiquement, c'est qu'il allait prendre votre shader, découper l'instruction, générer les deux versions, donc une version avec A, une version avec B, l'envoyer sur le GPU allait dans chaque unité avoir une version, l'exécuter, et puis quand il y a une version qui n'était pas sur la bonne condition, il allait juste lui mettre une croix dessus en disant ça, ton résultat, on ne va pas s'en servir. Mais ce qui fait que par exemple quand on a une condition, on multiplie par 2, mais si on a par exemple 16 conditions, ça va vite devenir un bordel. Donc il y a pas mal de trucs différents en fonction du fonctionnement, mais l'idée est là. C'est-à-dire si on fait du branchement, ce qu'on appelle du branchement, on va perdre des perfs et surtout on va exécuter tout ce qui se cache derrière les instructions, tout ce qui se cache derrière les conditions. Et enfin, dernière chose, donc ça c'est plus ce qu'on va voir, c'est comme quoi on gagne en puissance. À l'époque on avait 256 mégas de RAM. Maintenant, on va être en moyenne à 4, pas de RAM, de VRAM, de mémoire sur le GPU. Maintenant, on va être à 4 Go. Ce qui veut dire, pour donner un indice, votre photo de profil Facebook, généralement, elle va être à 64 kilooctets, 32 kilooctets, un truc du genre. Donc, faites vite le compte. Pour un jeu vidéo où on veut afficher plein d'objets, plein de textures, etc., on se retrouve vite à l'étroit, surtout qu'il n'y a pas de textures, il y a les modèles 3D, les shaders, enfin bref. C'est quand même un monde un peu archaïque. Donc voilà. Alors, autre chose à savoir, donc comme je l'ai dit sur les conditions, sachant que tout est exécuté, on avait des choses assez jolies. Par exemple, on allait se dire, quand on allait commencer, ok, je vais faire un petit truc, si jamais mon objet a plus de 100 mètres, on va pas charger les textures, on va juste lui mettre une couleur un peu dégueulasse, genre un gris, ça passera. Et si jamais on est à moins de 50 mètres, on va afficher une super texture. Ce qui fait que là, alors ça c'est un code bidon, je ne sais même pas s'il compile, c'est vraiment juste pour m'expliquer. Donc je vais créer une couleur, donc qui est 3 composantes, RGB. Et si jamais ma distance, par exemple, est inférieure à 0,42 km, dans ce cas-là, je vais charger une texture dans cette couleur et faire quelque chose de joli. Sur un GPU, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver, il va dupliquer, il va dire « Ok, je fais ta couleur. Dans tous les cas, je charge la texture. Et si jamais je suis inférieur à cette distance, je vais juste discard la pipeline en disant finalement, je ne me sers pas ton résultat. Mais on aura quand même fait l'accès mémoire, on aura quand même perdu du temps. Et donc, dans les performances, on n'aura rien gagné du tout. » Voilà. Donc, en 2016, et les quelques années avant, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu DirectX 10, DirectX 11, maintenant on parle de DirectX 12. À chaque fois, on apporte en fait un lot de nouveautés qui est assez intéressant, dont par exemple le branchement dynamique qui est mieux géré, avec des précisions de branche qui sont un peu plus précises, un jeu d'instructions qui est plus évolué. Par exemple, avant, on ne pouvait pas charger de texture de la même façon si on voulait travailler sur des vertices et sur des pixels. Ce qui fait que par exemple, si on veut faire des trucs un peu jolis, genre ok, je vais prendre une texture qui va avoir mon relief, je vais vouloir modifier mon point, la position de mon point en fonction de cette texture, c'était vite un bordel parce que par exemple, on ne pouvait pas accéder directement à un pixel de la texture proprement sur les vertex shaders. Donc voilà, pas mal de choses en tout cas qui nous ont pas mal aidé. Et un truc que je vais malheureusement skipper, même si c'est super intéressant, c'est ce qu'on appelle les compute shaders. Donc en fait, ça va rejoindre la conférence de Zeletov d'hier. On fait un programme qui, au lieu d'afficher une image à l'écran, va nous calculer quelque chose, une donnée arbitraire. Donc par exemple, on peut faire le calcul des décimales de pi sur GPU, même si ça c'est un peu... Enfin bref. On peut faire plein de choses super cool et malheureusement, on va devoir le skipper. Donc voilà. Alors, là on va commencer à s'intéresser à un truc. On va prendre un exemple. On va vouloir rendre un océan avec les technologies actuelles. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir rendre un océan potentiellement infini, qui n'a pas de motif de répétition, donc pas comme les vieux jeux, quand on regardait l'océan, on voyait le petit carré de texture qui se collait côte à côte bien dégueulasse. On va vouloir qu'il soit animé, qu'il ait une réaction physique, c'est-à-dire qu'on puisse poser un objet dessus, le faire flotter au niveau CPU, et avoir plein d'effets jolis, genre un petit reflet, une petite transparence, etc. Donc pour ça, et à chaque fois je zappe la slide de détail, hop, voilà. Donc pour ça, on va avoir plusieurs techniques. La première, c'est qu'on va à chaque fois qu'on va vouloir faire quelque chose comme ça, on va se dire comment je peux le décomposer. Donc pour un océan, par exemple, on va pouvoir décomposer sur une des techniques, il y en a plein, notre surface, la forme de notre surface en courbe sinusoïdale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On commence par, on a notre mesh, il est tout plat, c'est cool. On rajoute une courbe sinusoïdale, presque parfaite.
Et on va en rajouter une deuxième avec une autre fréquence, et une troisième, et une quatrième, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir un motif, bon là c'est peut-être un peu exagéré, mais qui ne va pas être régulier et qui va donner un aspect de vague approximativement réaliste. Voilà. Je vous mettrai des liens à la fin pour ceux qui sont intéressés par ces formes-là, parce que ça fait un peu 3 heures si on veut vraiment en parler de tout, Tessendorf, etc. C'est super intéressant. Et donc voilà. Donc là, en fait, on peut modéliser de façon mathématique dans le Vertex Shader une forme pour notre océan. Donc maintenant, on est content, on a des trucs, on déplace nos points, on commence à avoir une forme réaliste, et on a un océan, à peu près, une plaque déformée qui ressemble à peu près à un océan, qui, sachant que c'est sur sinus, c'est périodique, donc on peut potentiellement l'étendre à l'infini, et on commence à avoir des trucs qui sont un peu stylés. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, c'est comment le rendre visuellement, comment donner une belle texture, un beau truc, etc. Pardon, j'oublie, je vais aller trop vite. Oui, je vais d'abord... je vais mon plan. Donc là, on a une plaque, on a un mesh. Comme on a dit, un vertex shader, ça travaille sur des vertices qui sont importés à la base. Donc par exemple, si je veux faire un océan de 10 mètres par 10 mètres, bah, j'envoie une plaque qui fait 10 mètres par 10 mètres avec n points. Je l'envoie sur le GPU, dessus je fais mes petites déformations, j'ai une belle plaque, sauf que le problème c'est que bah, soit je les colle côte à côte, mes plaques, en disant ok, bah, je veux faire un océan fini, donc je vais les coller côte à côte, puis après je vais un peu réfléchir, je vais me dire ok, bah, l'océan qui est à 10 km, je vais peut-être pas le définir autant que celui qui est à mes pieds, donc je vais faire des plaques avec des niveaux de détail un peu plus faibles. Mais en fait, cette technique-là, elle va avoir un petit souci dans le sens où il va falloir une certaine intelligence pour justement faire ce qu'on appelle donc un LOD, c'est ce niveau de détail. Et surtout, on ne pourra pas le faire sur toutes les plateformes. Par exemple, sur les mobiles actuellement, à part les derniers iPhones, etc., on ne peut pas faire de testation propre sur pas mal d'IP. Ce qui fait que ça, on ne peut pas le faire côté GPU. Et on est obligé d'importer différentes plaques. Et on va avoir entre les plaques en fait, des liens qui vont être un peu dégueulasses. Et ce qui fait que par exemple, si on regarde notre océan, on va avoir une plaque super définie, puis à côté une plaque moins définie, et on va voir entre des trous. Ce qui fait qu'on va voir au travers, ça va faire des bugs assez magnifiques. Et donc pour ça, il y a des gens assez intelligents qui ont pensé à une technique. On va faire une grille qu'on va mettre devant notre écran, une grille plate, et on va la déformer en fonction de la vue. Donc le principe, c'est que ici on a nos grilles de base. Donc c'est la grille qui va être rendue sur le GPU. Et en fonction de la caméra, de l'angle, on va déformer cette plaque et aller la coller là où on veut. Donc par exemple, ici, donc on est sur un plan de vue classique, on va aller agrandir notre plaque et en faire un beau parallélépipède, si je ne me trompe pas, qui va prendre toute notre vue. Une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'en gros, on peut travailler sur une grille qui va donner l'illusion d'être infinie parce qu'on ne voit pas les bords sur notre caméra. Donc une fois qu'on a ce genre de truc, on va avoir un rendu en fait, qui est un peu plus joli dans le sens où là où on va regarder, on va voir une grille qui va être projetée aux distances que l'on veut, qui va être définie de la même façon. Et donc là, on va avoir notre forme de base pour travailler sur notre océan. Voilà. Donc maintenant, on veut mettre notre texture, faire un joli océan. Alors, ok. J'oublie les trucs encore. Donc, à quoi ça va ressembler sur un vertex shader? En gros, on a d'abord une structure d'input. La structure d'input, c'est les données qu'on va utiliser pour travailler. Donc là, par exemple, j'ai en entrée, je veux juste prendre un vertice qui me donne une position dans un espace 3D et à côté une normale pour dire le point dans quel sens il est orienté la base. À partir de là, je vais décréter quelles sont les positions que je vais sortir, les informations que je vais sortir. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une position dans le monde, parce que forcément, ma vague, j'ai besoin de travailler dessus après. Ensuite, j'ai besoin d'avoir une position à l'écran, parce que donc on va passer d'un monde 3D à un monde 2D qui est notre écran. Donc pour ça, on va passer par des calculs pour, en fonction de la perspective, placer le point plus à droite de l'écran, à gauche de l'écran, etc. Et dernièrement, ce qu'on va appeler des coordonnées UV. Donc les coordonnées UV, pour faire très simple, c'est ce qui va vous servir à placer vos textures correctement. C'est ce qui va dire, sur l'image, la texture qui t'intéresse va être en haut à gauche de l'image et l'autre va être en bas à droite de l'image. Voilà. Donc notre vertex shader, là, il est très simplifié. On prend un point qui va être notre point dans le monde. Et on va donc d'abord passer par un calcul matriciel qui va passer d'un espace objet, c'est-à-dire notre point, on sait que par rapport à l'origine de l'objet, il est un peu en haut, un peu à droite, orienté de telle manière. Ça, on va le passer dans l'espace monde.
Ensuite, on va calculer nos coordonnées UV pour placer la texture correctement. Et on va faire notre calcul de vague que je n'ai pas mis ici. Le modifier, l'injecter dans l'espace écran pour pouvoir l'afficher correctement. Et tout ça, on va l'enregistrer dans nos structures et l'envoyer à la suite. Donc après, on peut rajouter plein de choses. Et notamment, là, l'espace qu'on va sauter aujourd'hui, c'est juste toute la partie qui va être tessellation, etc. pour ajouter du détail. Donc voilà. Donc, notre objectif, c'est d'avoir ça. Et pour l'instant, ce qu'on a, c'est ça. Donc on est un peu loin, mais on a la forme. Maintenant, ce qu'on va vouloir ajouter, c'est déjà un petit niveau de détail. Donc par exemple, là, on a quand même des toutes petites vaguelettes qui sont assez jolies et qu'on n'a pas ici. Et surtout, on a le reflet, on a la couleur, etc. Donc pour ça, la première étape, ça va être d'utiliser plein de techniques qui sont utilisées récurrentement dans le domaine et qui vont nous permettre de tricher. La première va être le Fresnel. Le Fresnel, en gros, c'est une fonction assez simple qui va nous permettre de donner une intensité en fonction du vecteur. Donc par exemple, ici, quand on a ici, là on le voit très bien, c'est dès que le vecteur normal du point est perpendiculaire à notre regard, on va avoir un Fresnel qui est élevé, et dès qu'il est collinéaire, anticollinéaire ou pas, on va avoir une notion qui est faible. Quelle est l'utilité? C'est d'avoir justement sur la crête des vagues le petit blanc, etc. Et c'est aussi super utile pour rendre les atmosphères des planètes en version simple. C'est un truc, voilà. Si jamais vous êtes intéressé par le rendu GPU, vous ne pourrez pas passer à côté. Ensuite, on va s'intéresser, donc pour tous les engins qui ont vu, c'est la période rétraceur, le truc super intéressant des réflexions, avec des cartes, etc. Donc au point normal, on aura la réflexion, la réfraction. Et enfin, autre chose dont on ne peut pas passer à côté, c'est le bruit de Perlin. Donc c'est juste une notion qui va faire un peu du random pour nous donner des jolis nuages. Donc en composant tout ça, sur notre forme de base, on va avoir justement ces reflets un peu dégueulasses, mais qui donnent l'illusion très vague, si on a un enfant de 4 ans, qu'on a de l'eau en face de nous. Donc maintenant, on va s'intéresser à un truc qui ressort énormément, parce que c'est très joli, c'est ce qu'on appelle les screen space reflection. Le principe, quand vous regardez un objet, genre un miroir, etc., vous voyez justement la réflexion. Donc c'est que le rayon de lumière part de la source lumineuse, frappe le miroir et après vient directement sur votre rétine. Nous, le problème, c'est qu'en GPU, comment on va pouvoir simuler un rayon qui passe, qui reflète, etc. On va avoir pas mal de problèmes. Donc pour ça, ils ont trouvé un petit trick qui est assez mignon. C'est quand on prend une image comme ça, on voit qu'en fait, le reflet qu'on a ici est juste l'image inverse, mais un tout petit peu modifiée. Donc, qu'est-ce qui se passe si on veut rendre, par exemple, ce genre de scène? On rend notre objet, donc là, on est content. Et ensuite, on va rendre, en fait, on va prendre la scène, on va la découper en deux, on va la rendre à l'envers. Donc après, il y a plusieurs techniques, soit on met plusieurs caméras, soit on fait un truc tout bête parce que c'est économique, on prend la scène, on la retourne et voilà. Et on prend celle la frame d'avant. Et on va la composer avec notre objet. Ce qui fait que là, franchement, on a une route qui est super clean et il faudra donner une promotion avec de l'entretien parce qu'une route comme ça, je vais manger dessus. Et donc, vu qu'on a envie d'avoir un résultat un peu plus réaliste, on va avoir des petits tricks encore. Donc par exemple, au lieu d'avoir un seul point de réflexion parfait, on va décider de sampler plusieurs points. Donc on va dire, ok, notre réflexion, elle va avoir plus ou moins de décalage. On va les additionner, on va faire un petit mix. Ensuite, on va rajouter le fameux bruit de Perlin pour donner des zones qui sont un peu moins mouillées. Et on va pouvoir composer quelque chose d'un peu plus joli. Donc on a notre flou, on a des zones qui reflètent un peu moins que d'autres. Et là, on obtient quand même quelque chose qui est déjà plus proche de ça. Bon, il manque encore pas mal de choses. On reste sur les choses simples. Mais voilà. Donc là, on peut avoir un océan. Donc ça, cette image vient de, pour ceux qui sont intéressés, le pack Ocean Community de Unity. C'est un pack super intéressant pour apprendre à faire des shaders. On a notre réflexion en espace écran. Ensuite, on a notre couleur dégueulasse de tout à l'heure avec le Perlin et le Fresnel. Et en composant les deux, on va déjà avoir quelque chose, cette photo est un très mauvais exemple parce qu'on n'a pas le reflet, de plus réaliste. Et on va s'attaquer maintenant à un autre phénomène, c'est celui du subsurface scattering. Quel est le principe? Si vous, par exemple, vous prenez un objet translucide, genre une pile de cire, par exemple, ou une plaque en plexi, pas transparente, en fonction de l'épaisseur, la lumière que vous allez voir de l'autre côté est plus ou moins forte. Donc par exemple, un soft qui a été assez impressionnant là-dessus, c'est Uncharted, le dernier. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a ici.
En gros, l'oreille du personnage. Oh, en fait, tout à l'heure, je parlais pas dans le micro. Ok. L'oreille du personnage, en gros, par exemple, va réagir en fonction de la lumière et de son épaisseur. Donc, comment ça marche? C'est on a le rayon lumineux qui arrive et en fonction de l'épaisseur qu'on a, on va justement moduler tout ça. Simplement, le problème, c'est qu'on est encore sur le même principe, même problème que sur les réflexions, c'est-à-dire sur un GPU, on ne va pas pouvoir faire ce genre de calcul d'une façon efficace, dans le sens où ça veut dire, si on arrive sur un objet, il faut lancer un rayon, faire les calculs avec tous les polygones avec lesquels on va être, enfin ça va être un bordel immense. Donc pour ça, on a trouvé une petite technique, c'est on va prendre notre source lumineuse, on va prendre notre magnifique personnage, l'objet qu'on veut utiliser, et on va rendre ce qu'on appelle des depth maps. Le principe de la depth map, c'est une texture qui va en fait nous servir à avoir l'information de profondeur. Donc ça ressemble à ça. Là par exemple on a une image et on sait qu'ici on est à genre 10 mètres et là à 100 mètres et on va avoir un niveau de gris qui va nous indiquer la distance. Donc une fois qu'on a ça, si jamais on prend deux depth maps, une calculée depuis le point lumineux et une calculée depuis notre point de regard, on va pouvoir les composer et interpoler une distance entre les deux points. Donc là, par exemple, on va savoir qu'entre A et B, on a cette distance, et entre ce point-là et ce point-là, on va avoir une autre distance, et à partir de là, composer et avoir une transparence. Après, cette technique a encore un petit souci, c'est le fameux effet de l'objet qui n'est pas convexe. Si là j'ai un trou, le problème de la depth map, c'est qu'elle va voir que là on est à cette distance, aucune information sur le centre, et on va être complètement faussé. Donc pourquoi ça va nous intéresser? C'est que l'océan, l'eau, elle va traverser, elle va rebondir, elle va refléter, elle va faire des caustiques, des trucs assez stylés. Et donc là, par exemple, on a typiquement notre exemple, on a notre océan de base, et grâce au subsurface scattering, on va avoir l'impression du soleil qui ressort au travers de la vague. Ensuite, on va pouvoir colorer un peu cette lumière et avoir des choses qu'on voit à l'été quand on est à la plage. Voilà. Donc, j'essaie d'aller le plus vite possible. Si vous êtes intéressé par le rendu GPU, et c'est un truc qui peut être vraiment intéressant parce que on apprend à comment faire des maths rapides, etc. Je vous ai mis quelque chose. La première, c'est les GPU GEM. Donc les GPU GEM, c'est une série de livres édités par Nvidia. Ils sont juste géniaux. Ils parlent de tout et de n'importe quoi. Si on veut faire du rendu de nuages, du rendu d'eau, du rendu de personnages, des cheveux, des trucs, des machins. Mais par contre, il faut être un peu concentré parce que le livre, c'est 400 pages, je crois, quelque chose comme ça. Non, il y en a 5. Voilà, 5 livres de 500 pages. Dispo gratuitement sur Internet, ça c'est bien. On peut les prendre en version livre, mais bon, c'est éco-friendly de l'avoir sur Internet. Le papier de Tessendorf sur 2001, donc ça c'est pour ceux qui sont intéressés sur l'eau. C'est le papier qui m'a accompagné les 6 derniers mois. Il y en a plein d'autres, mais celui-là il est pas mal. Gamasutra, c'est un site qui va vous permettre de juste vous intéresser globalement au développement de jeux vidéo, l'aspect autant graphique que non. Et donc il y a pas mal d'articles assez intéressants. Et enfin, DICE, qui est un éditeur suédois très connu pour Battlefield, Battlefront et décrié parce qu'il travaille avec EA, font une série de présentations sur leur moteur Frostbite. Et ils vont à chaque fois vous présenter les dernières technologies qu'ils ont implémentées d'une façon assez ludique. Et c'est vraiment un truc qui est super intéressant pour se tenir à la page. Voilà. Donc, hop, et c'est bon. Donc voilà, en espérant avoir été assez vite. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Ouais. J'étais tombé il y a un peu de temps sur des articles de gars qui expliquaient comment ils faisaient du rendu procédural sur Tron, Frozen, etc. Ce genre de trucs qui sont rendus graphiquement. Est-ce que tu as aussi des sources pour tomber sur ce genre de trucs? Parce que j'étais incapable de les retrouver. Alors, premièrement, tu peux peut-être regarder Pixar, là, ils ont ouvert Renderman au public. Et il me semble qu'ils avaient une grosse doc et aussi un historique sur ce qu'ils ont fait. Après, il faut regarder au niveau de... C'est Allegorithmic qui a travaillé en raccord avec c'est Naughty Dog pour Uncharted. Et vu qu'il y a pas mal de calculs physiques, par exemple sur les graviers, etc., et il me semble qu'ils avaient fait une publication là-dessus. Et après, sinon, tu as Nvidia qui en fait régulièrement. Donc, Merci. regarde. C'était génial.
Est-ce que tu as d'aussi bons outils de debugging pour les cartes AMD que pour les cartes Nvidia? Alors, pour AMD, je sais pas parce que chez moi j'ai une Nvidia, donc je peux pas vraiment travailler sur les cartes AMD. Je sais juste que de base, en fait, les shaders déjà, c'est un bordel monstre à débugger. Mais sur Nvidia, ils ont Night Vision qu'ils ont développé, et avant ils en avaient un autre dont j'ai oublié le nom, qui sont des outils qui te permettent en gros comme des IDE, et tu peux débugger entre guillemets ton shader et travailler, mais généralement t'aimes pas ça. C'est sale. Voilà. Ok, merci. D'autres questions?